Bonsoir et bienvenue dans l'émission Sans Veste. Ce soir, notre invité est M. Thierry Mungala, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, député de Sibiti. Aujourd'hui, nous parlerons de tout, sa vie personnelle, les réseaux sociaux. Nous apprendrons à connaître un peu plus ce personnage énigmatique que nous voyons tous les jours dans notre poste téléviseur. Merci. Bienvenue dans l'émission Sans Veste. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, Monsieur le ministre? Je suis Thierry Lézin Mungala, j'ai 51 ans. Je suis, comme vous l'avez dit, ministre de la Communication et des Médias depuis 1 an et 8 mois. Je suis un homme politique du Congo-Brazzaville. Je suis marié, père de 4 enfants et juriste de formation. Puis j'ajouterais, j'ai été élu en 2012 député de la circonscription de Sibiti 2 dans la Lékoum. Félicitations. Monsieur le ministre, croyez-vous à la chance, à la coïncidence ou au hasard? Bon, je ne crois pas à la chance. La chance n'existe pas. Il existe pour les croyants un plan de Dieu. Et pour ceux qui n'y croient pas, il existe une série de circonstances qui de toute façon dépendent d'un metteur en scène suprême qui nous dépasse et qui nous transcende. Personnellement, je crois en Dieu. Donc je pense que tout ce qui nous arrive est dans le cadre d'un plan divin, en bon et en mauvais. Vous parlez du hasard. Eh bien, pour les mêmes raisons, je considère que le hasard n'existe pas. Tous les événements qui surviennent dans le monde et dans nos vies personnelles sont le fruit d'un plan qui nous dépasse, qui, pour moi, encore une fois, est celui de Dieu, l'être suprême. Et enfin, vous parlez de coïncidence. Non, les coïncidences ne sont que la traduction laïque ou la traduction profane du mot plan de Dieu. Parce que coïncidence, c'est faire coïncider des choses qui, a priori, n'ont pas de cohérence les unes avec les autres et s'enchaînent, et on découvre ensuite qu'il y a effectivement un plan global. En réalité, je crois au fait que tout ce qui nous arrive est le fruit d'un plan spirituel. Donc un peu comme si tout est déjà écrit? Non, pas tout est écrit. Je dis simplement que chacun de nous a une mission sur Terre. Chacun de nous a, dans le cadre de cette mission, son passage sur Terre, ce que les pasteurs appellent, les chrétiens appellent des saisons. Il y a des bonnes saisons, et pendant ces bonnes saisons, il nous arrive des choses positives, et il y a des mauvaises saisons, ou des saisons moins positives, mais qui toutes font partie du même plan. C'est-à-dire faire de nous ce que nous sommes, et nous amener vers ce que nous devons faire jusqu'au terme de notre passage sur Terre. Votre nom s'écrit avec 2 L, et c'est quand même assez inhabituel. Oui, Mungala est d'ailleurs souvent dans les décrets officiels qui sont signés par le président de la République et qui nomment le gouvernement, on l'écrit avec un L. Donc a priori, ce n'est pas une erreur, c'est simplement que les 2 L-là ont été à l'époque une fantaisie de mon grand-père, qui s'appelait donc Mungala Jean-Joseph et qui avait décidé d'ajouter un 2e L. Ben, j'y tiens, hein, c'est un héritage de mon grand-père et qui m'a été transmis par mon père, donc Mungala avec 2 L-A. Alors vous avez fait votre scolarité en internat de la classe de CE2 jusqu'en 3e. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que cette expérience a apporté dans votre vie, positive ou négative, hein? Bon, d'abord, l'internat, c'était en France, dans le département de l'Essonne, pour ceux qui connaissent, en région parisienne. Effectivement, de 1973 à 1980, donc de l'âge de 8 ans
jusqu'à l'âge de 15 ans. Du CE2 à la 3e, j'ai été à l'internat. Bon, déjà, imaginez un enfant de 8 ans qui est arraché au cocon familial Exactement. par ses propres parents, bien entendu. C'est les parents qui ont souhaité que ça se passe comme ça et qui, à 8 ans, quitte Brazzaville pour aller en internat en France, loin de tout, loin de chez lui. Ça a d'abord été un moment très difficile, un moment d'arrachement affectif. Et puis rapidement, ce que je peux dire de l'expérience de 7 ans à l'internat, c'est ça crée les conditions d'une discipline personnelle. Parce qu'en réalité, on apprend la discipline à l'internat. On apprend des choses basiques qui nous servent dans la vie. On apprend à se gouverner tout seul, on apprend à faire son lit. C'est des détails qui paraissent basiques, mais on le voit avec la jeune génération, c'est pas évident. Hein. On a des enfants, on voit comment ça se passe. On apprend à respecter un temps dans la journée avec des horaires qui sont fixes. Un temps pour le travail, un temps pour le loisir, un temps pour l'amusement, les autres, un temps pour le repos. Et tout cela, c'est ce que j'ai appris à l'internat et ça a été très utile pour la suite de ma vie. Aujourd'hui, vous dites que ça a été très utile, mais est-ce qu'à cette époque, vous le compreniez comme ça? À 8 ans, non, on ne comprend pas ça à 8 ans. Mais maintenant, en grandissant, en évoluant, ça apprend aussi à se mélanger avec d'autres cultures, avec d'autres expériences, d'autres personnes qui viennent d'horizons différents. Donc ça enrichit forcément. Maintenant, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Hein. Ça a été parfois difficile. Hein. Quand vous êtes à l'internat, au départ, je sortais de l'internat tous les 15 jours. Donc pendant 15 jours, vous êtes entre guillemets enfermé entre 4 murs. Même s'il y avait du sport, il y avait tout ce qu'il fallait pour cela, pour l'amusement, pour le loisir et pour la détente, en plus de l'étude. Mais ça n'a jamais été un moment facile. Et puis ensuite, on sortait un peu plus souvent. J'ai été accueilli dans une famille d'accueil française tous les week-ends. Et puis enfin, quand j'ai eu mon BEPC, le brevet, j'ai quitté définitivement l'internat pour aller dans un lycée, normal, public, où je rentrais tous les soirs chez moi. Donc ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Et si je vous disais le nom de Guy Ducassé? Monsieur vous rigolez. Ducassé. Oui. Vous savez, l'internat, c'est quelque chose de particulier. C'était ce monsieur, Guy Ducassé, parce que vous voyez, pratiquement 37-38 ans après, j'ai gardé un des rares noms, un des souvenirs des adultes qui nous gardaient ce qu'on appelait, nous, des pions, ou alors des moniteurs, qui étaient ceux qui nous surveillaient pendant les périodes d'études et puis la nuit, dans les dortoirs. Et donc, M. Ducassé est un des rares dont j'ai gardé le souvenir parce qu'il était extrêmement sévère. Vous voyez, lui, quand il était là, c'était plus l'internat, mais c'était la caserne. C'est un monsieur qui était extrêmement sévère et craint. Alors, pour vous donner un ordre d'idée pour ceux qui ont des souvenirs de cinéma, si vous voyez le western, le bon, la brute, le truand, le bon c'était Clint Eastwood, la brute c'est Eli Wallach, avec son air un peu malin, et le méchant, plutôt le truand, c'était Eli Wallach, et la brute, le méchant, c'était Lee Van Cleef. Vous avez vu la tête de Lee Van Cleef, avec des yeux perçants, très inquisiteurs, et une moustache, et puis un visage assez effrayant. Monsieur Ducassé, j'espère qu'il ne suivra pas l'émission, parce que ce n'est pas une injure, c'est simplement un constat. Il avait ce visage un peu méchant, et il était sec. C'est lui qui nous apprenait régulièrement à faire nos lits, parce que quand vous vous leviez, c'était tous les jours levé à 6 heures. 6 heures, vous aviez 1 heure pour vous préparer, et la première des corvées, c'était de faire le lit. Et vous étiez bon à ce jeu? À cette corvée? Pas vraiment. Vous savez, faire un lit, surtout quand on est très jeune, c'est très peu évident. Et lui, contrairement aux autres qui venaient en disant « refais ton lit, gentiment », alors on était 4 par box, par dortoir, et donc M. Ducassé dont on parle, lui venait et donnait un grand coup de pied, renversait le lit et demandait qu'on recommence en 2 ou 3 minutes avant d'aller aux douches pour faire sa toilette et ensuite se mettre en rang pour aller prendre le petit déjeuner. Donc il était craint. Mais vous voyez quelque part,
Si c'est lui dont je me souviens pratiquement près de 40 ans après, c'est donc il y avait quand même du bon dans cette façon de nous discipliner, parce qu'il nous a disciplinés. Et donc, à quel âge vous êtes-vous rendu compte que vous étiez devenu un adulte? Le jour où j'ai compris qu'on naissait et qu'on mourait. Vous savez, la jeunesse, c'est toute une série d'abandons d'innocence. Quand on naît, c'est pour ça que les enfants, leur loisir, c'est quoi? C'est tout ce qui est du rêve, les dessins animés. Vous voyez, dans les dessins animés, les personnages, parfois ils explosent, et dans l'image d'après, on les revoit. Donc l'enfant n'a pas conscience de ce qu'est la vie. Et je pense qu'on devient un adulte. Je ne parle pas d'âge, je dis la conscience. Et être adulte, pour moi, c'est le moment où on se rend compte de la fragilité de la vie. C'est-à-dire c'est le moment où on se rend compte que les autres vont mourir, nos proches en particulier, et que nous-mêmes, nous allons quitter cette terre. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on a la première grande rupture et qui nous conduit vers l'âge adulte. Et cette transition de passer de l'internat où vous côtoyez beaucoup de personnes, de votre âge certes, jusqu'à l'âge de 18 ans, où maintenant vous habitez seul avec votre frère, qui avait à cette époque 16 ans et demi, 17 ans. Est-ce qu'il y a eu comme un choc culturel ou éducationnel? Non. Alors, pour vous expliquer, je quitte l'internat, je vais au lycée. Le lycée était également en région parisienne, à Fontenay-sous-Bois, le lycée Pablo Picasso, assez connu à Fontenay-sous-Bois. Et j'ai été donc de septembre 80 jusqu'à juin 83 en seconde, première et terminale. Donc ça, c'était une phase un peu de transition parce que j'ai vécu dans un appartement payé par mes défunts parents, mais avec des proches, avec un oncle maternel et un grand frère du côté paternel. Et puis, quand j'ai eu mon bac et 18 ans, donc, mes parents ont pris une décision majeure, c'est de faire venir mon frère qui était à Brazza pour me rejoindre en France pour sa scolarité. Et à ce moment-là, ils ont pris la décision de nous laisser seuls dans l'appartement. Ils ont décidé qu'on était assez mûrs, ou je l'étais, moi, à 18 ans et quelques mois, assez mûrs pour pouvoir à la fois, encore une fois, me gouverner en conséquence et gérer ma situation universitaire qui démarrait et de gérer mon petit frère, tout simplement, qui arrivait. Donc ça a été un moment fondateur parce qu'en réalité, depuis 1983 jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai vécu que comme quelqu'un qui se gérait. Vous faites partie de cette génération intermédiaire. Par là, je veux dire que vous êtes trop vieux pour être jeune. Merci, trop vieux. Mais vous êtes trop jeune pour être vieux. Est-ce difficile de faire partie de cette génération tout en sachant que 75% de la population du Congo a moins de 25 ans? Bon, de toute façon, la situation qu'on vit à un âge donné, c'est la nature qui le veut. À un moment de notre vie, on est jeune et on a des aînés. À un moment, on est moins jeune, on a des plus jeunes frères ou sœurs. Et à un moment, on est très âgé et on n'a pratiquement que des gens qui sont plus jeunes que nous. Mais ce n'est pas une qualité ni un défaut. C'est une situation biologique, c'est la nature. Bon, donc c'est à nous de nous adapter dans notre vie personnelle, dans la vie professionnelle, à la situation, d'abord la nôtre, parce que quand on vieillit, c'est d'abord, on le ressent dans notre corps. Quand on vieillit, on prend de l'expérience. Quand on vieillit, on voit les choses de plus en plus différemment. Quand on avance en âge, on a tendance à regarder les choses en termes de transmission de ce que l'on est et de ce que l'on fait et de ce que l'on sait. Et voilà. Maintenant, la circonstance que le pays soit plus jeune, aux 2 tiers, je dirais même qu'aux 2 tiers, les Congolais ont moins de 35 ans, aux 2 tiers. Bon, c'est une circonstance qui nous donne à nous, les responsables, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient des responsables dans la société civile, un surcroît de responsabilité parce que tout simplement, il faut que nous soyons en mesure d'aider cette génération à arriver un jour aux commandes et elle-même de transmettre ce qu'elle aura à transmettre, cette génération, aux enfants qui viendront. Donc c'est une situation, je n'aime pas une idéologie qui se répand un peu comme ça, que moi j'appelle le jeunisme. On a l'impression qu'être jeune, c'est une qualité. C'est comme être vieux serait un défaut. On le voit dans la politique, on dit sortez tous les vieux, mettez que des jeunes. Non, ce qui fait l'harmonie d'une société, c'est un mélange des jeunes
parce que c'est eux qui sont l'avenir et qui portent les tendances profondes de l'évolution de la société. Et puis les plus âgés, parce que ceux-là ont vécu plusieurs fois ce que les jeunes sont en train de vivre une fois seulement. Vous comprenez? Et donc c'est l'alliage des deux. C'est un orchestre, c'est pas, vous n'aurez pas dans un orchestre symphonique que des gens qui jouent du violon. Tout à fait. La musique, elle ne sera pas belle. Vous aurez à la fois des violons, vous aurez des cymbales, vous aurez des tambours, vous aurez des guitares, de la contrebasse, etc. Et c'est cet ensemble qui fait la beauté du son et de la musique. Eh bien, une société, pour qu'elle fonctionne normalement et qu'elle soit bâtie sur du solide, il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait des plus jeunes, et c'est une chance pour un pays. Et puis, il faut des gens d'expérience aussi. Vous êtes celui qui avait révolutionné les nouvelles technologies ici au Congo, mais l'ironie du sort fait que vous êtes aussi l'une des personnalités les plus attaquées sur les réseaux sociaux. Comment prenez-vous ça? Bon, révolutionner, vous me faites un bien grand honneur. Celui qui a révolutionné, c'est le président de la République. Le président, il y a 14-15 ans, a décidé, suite à un certain nombre de constats et à sa participation à 2 sommets mondiaux qu'on appelait le sommet mondial sur la société de l'information, le SMSI, et notamment celui de Tunis, a décidé d'arrimer le Congo aux nouvelles technologies. Et en réalité, tout ce qui est fait depuis lors a été fait sur la base de cette vision du président de la République. Depuis 2003 et 2005. Vous voyez, je n'étais pas encore ministre des télécoms à ce moment-là. J'étais conseiller du président et c'est tout. Alors, quand il le décide et qu'il me fait l'honneur de me nommer en décembre 2007 à la fonction de ministre des Télécoms, en réalité, je m'inscris dans ce courant qui était déjà, et ce sillon qui était tracé par lui. Bon, après, chaque ministre ou chaque personne a son caractère, a sa façon de voir les choses. On peut accélérer la cadence, on peut malheureusement parfois la ralentir, mais enfin bon, je n'ai fait que m'inscrire dans cette vision. Et cette vision, c'était quoi? C'était de dire que le développement, ce n'est pas seulement des infrastructures physiques, qui sont absolument nécessaires, bien entendu, des routes, des aéroports, des ponts, des infrastructures sociales, tout ça, c'est nécessaire. Mais il y a aussi, parce que nous sommes au XXIe siècle, parce que nous sommes à l'ère du numérique, eh bien, arrimer le pays aux technologies, parce qu'aujourd'hui, elles sont partout. Ce n'est plus comme il y a 20 ans, quand on parlait de l'Internet, on avait l'impression que c'était une sorte de gadget que les gens utilisaient pour lire des mails et s'envoyer des mails et en recevoir. Non, ça c'était effectivement la préhistoire du numérique. Aujourd'hui, le numérique est entré dans tous les process de production de biens et de services. Donc ce n'est pas seulement un loisir, ce n'est pas quelque chose de ludique. C'est ça aussi, mais c'est surtout quelque chose qui a intégré les processus de production de biens et de services et qui est cette chose-là absolument nécessaire. Je dis bien nécessaire au développement durable et à l'émergence qu'on attend pour dans quelques années. Alors maintenant, vous parlez du fait que je fais partie des gens attaqués. Oui, bon, hélas, c'est aussi malheureusement le contre-coup des personnes publiques que nous sommes. Nous sommes attaqués. Il serait parfois souhaitable et mieux quand même pour notre morale et celui de nos proches qu'on soit attaqué sur notre action plutôt que sur des choses qui parfois sont injurieuses ou n'ont rien à voir avec notre action publique. Et justement, comment protégez-vous votre famille contre tout ce qui se dit sur vous, par exemple? Comment faites-vous pour la protéger? Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée il y a 3-4 ans. J'étais à l'époque ministre des Télécoms et j'étais au bureau, connecté sur les réseaux justement, et je suis à un moment une conversation sur un site sur Facebook où j'étais attaqué pour avoir soi-disant pillé les centres de chèques postaux, enfin une histoire un peu abracadabrantesque. Et à ma grande surprise, pendant que je suis au bureau tout en regardant un peu les sites, je vois ma fille qui répond à ces gens-là sur cette page où j'étais attaqué. Et évidemment, étant donné qu'il y a son prénom et son nom sur son compte, on voit Noémie Mongala, on se dit, ils répondent, ils injurient. On sait pourquoi tu défends celui-là, ça doit être ton parent, ton père ou on ne sait qui. Et ils sont tombés sur elle, mais de manière injurieuse.
Et le soir, quand je suis rentré à la maison, j'ai vu ma fille, je lui ai dit, tu sais, je ne souhaite plus que tu interviennes sur ces pages. Et je lui ai dit, ce n'est pas ton papa qu'on attaque, c'est le ministre, c'est l'homme politique et le ministre. Donc tout ce que tu peux lire sur la toile, ce n'est pas ton papa, celui que tu connais, tel que tu le connais, ce n'est pas lui qui est attaqué, c'est le ministre, l'homme public. Donc n'interviens pas, reste dans ton coin, quel que soit ce que tu liras, on pourra écrire ce que l'on veut, n'interviens